Voilà, alors deuxième partie, on va voir comment tu construis ton genre. Normalement, si tu as suivi la première partie, tu vas me dire, mais de quoi tu parles quand tu parles du genre? Est-ce que tu parles de comment les gens te classent? Est-ce que tu parles de ce que tu ressens? Est-ce que tu parles du mode de relation que tu attends avec les autres? Eh bien là, je vais juste te parler de ce que tu ressens. C'est-à-dire, quand par exemple tu te sens être scarabée, comment tu en arrives à dire je suis un scarabée? Je vais pas te présenter toutes les théories qui expliquent la construction par rapport au genre, parce qu'il y en a plein, et que j'ai pas 10 heures devant moi. Par contre, je vais te présenter les grands groupes de théories. Et puis je te présenterai ma préférée du moment, car elle permet d'unifier pas mal toutes ces données. On a les théories biologiques, psychologiques et sociologiques. Sachant qu'à elles seules, aucune ne permet de prendre en compte la complexité de la réalité, qui est sûrement un mélange de tout ça, mais on y reviendra. Donc, les théories biologiques, c'est celles qui postulent un lien entre ta génétique ou ton sexe et comment tu vas t'identifier par la suite. Par exemple, sur l'étude de la transidentité, tu as plusieurs études qui m'ont montré qu'une part de génétique et de biologique pouvait prédire la transidentité des gens. Les plus flagrantes, c'est les études sur les jumeaux. Si tu prends des jumeaux identiques, si l'un est trans, l'autre a de plus grandes probabilités de l'être. Ce qui n'est pas le cas avec les jumeaux dizygotes. Et après, comme je te disais en début de vidéo, il y a des études comme par exemple celle sur l'olfaction ou la reconnaissance de la voix, qui essaient de voir s'il n'y a pas des recoupements d'attributs féminins chez des gens de sexe masculin qui expliqueraient le fait qu'ils soient trans. Tu as aussi des recherches sur les cas de pénis fantôme, donc des gens de sexe féminin qui ressentiraient un membre fantôme à l'entrecuisse, un peu comme si un sexe féminin serait né avec un schéma corporel de sexe masculin. Alors c'est caricatural tout ce que je te raconte, c'est sûrement pas aussi simple, mais c'est des pistes à explorer au niveau biologique. Du coup, tu as aussi les théories sociologiques, qui justement analysent les mouvements sociaux, l'évolution de la société, et comment elles vont venir modifier ta perception de ton genre. Par exemple, comment la femme est passée progressivement de femme à tout faire à la maison, à je ramène aussi les ressources à la maisonnée. Là, tu as pas mal de théories qu'on dit constructivistes, c'est-à-dire que ce que t'on présente et les apprentissages vont construire la façon dont tu vois le monde, dont tu te comportes dans le monde, et comment tu te considères dans ce monde. Et d'un autre côté aussi, tu as des théories psychologiques. Les plus grosses études sur l'identité, elles sont en psychologie sociale. Tu as celle de l'identité sociale, par exemple, que je trouve vraiment bien. Le problème pour la question de la transidentité, c'est que les théories psychologiques, ça a été un peu la honte en psychologie, vu que beaucoup de psychologues ont pathologisé la transidentité, comme si sortir d'une norme statistique voulait dire être malade. Pourtant, quand t'es grand ou que t'as un haut QI, tu sors de la norme mais t'es pas malade. Les termes normes peuvent se discuter sur plusieurs plans aussi. Donc, je vais pas trop les développer sur le côté psychopatho du genre, parce que ça a été un peu grand n'importe quoi et ça continue à l'être. Par contre, après sont apparues des théories cognitives bien plus intéressantes, dont une théorie que je vais développer ici pendant un bon moment, parce qu'elle est un peu beaucoup géniale. C'est la théorie socio-cognitive du genre, qui est basée sur la théorie d'apprentissage social d'un des psys dans le tome 3 du monde des psys, presque après Bowlby, le numéro 1. Alors, juste pour dire, les chercheurs, quand tu vas aller lire leurs théories, quasiment tous sont très conscients que leurs théories n'expliquent pas tout. Par exemple, dans les théories biologiques, il y a bien des gens qui trouvent des différences de personnalité qui sont à peu près les mêmes en fonction des différentes cultures, entre les différents sexes. Mais ils admettent très bien que ces différences peuvent être très faibles et dépendantes de la culture. Comme les gens qui effectivement sont constructivistes voient bien que tout dépend de la génétique aussi et de la façon dont l'être humain fonctionne et que, en fait, la génétique offre des potentialités et que ces fondations vont pas forcément donner la même maison en fonction de la culture. Donc le côté binaire, c'est tout biologique ou c'est tout sociologique ou tout psychologique, on va abandonner ici. Alors quand je vais parler de cette théorie, on définit bien ce dont je vais parler. On va parler de comment tu construis ton identité de genre. Pas forcément ton identité en tant qu'activiste ou l'identité administrative. Vu que je t'ai dit que l'identité c'est multiple, autant préciser les choses. Là, on va voir comment tu sens ce que tu es. Pour te faire comprendre la théorie, on va prendre Jean Chouf, qui est à l'école, et on va comprendre comment il se construit. Donc il est à l'école, tous les gamins jouent. Déjà, pour que tu apprennes quelque chose, il y a besoin de quelque chose d'essentiel. Il faut que ton attention soit portée dessus. Donc, la construction de ton identité va déjà démarrer par là où ton attention se porte. Ton attention, elle est influencée par plusieurs choses, comme la salience, la valeur affective, l'accessibilité de l'événement. Et aussi par des caractéristiques qui viennent de toi, comme tes capacités attentionnelles, ton niveau d'éveil, tes préférences. Ici, Jean Chouf, il est attiré par les cris d'enfants, d'une part parce que c'est un stimuli saillant et brutal, qui attire beaucoup l'attention, mais aussi il est attiré par le cri d'une de ses copines qui est en train de se faire attaquer par un gros con, et il est d'autant plus sensible à ce stimuli qu'il a un petit frère nourrisson avec qui ses parents réagissent rapidement dès qu'il pleure. Donc, première chose,
Il va se passer quelque chose dans cette situation où il va construire son identité en tant qu'homme, mais cela ne se serait pas arrivé, ou ça serait arrivé autrement s'il n'avait pas fait attention à cela. Ensuite, pour apprendre d'une situation, il te faut de la mémoire. Déjà, il te faut de la mémoire pour retenir ce que tu vois, mais aussi pour interpréter ce que tu vois. Car quand tu te retrouves dans une situation, tu vas interpréter la situation en fonction de ce que tu connais. C'est ici qu'interviennent les stéréotypes et les codes sociaux, tes apprentissages précédents, la façon dont tu as été structuré pour comprendre la situation. Ça dépend aussi de caractéristiques moins sociales, comme tes capacités cognitives. Donc tu fais attention à un événement, et tu l'interprètes en fonction de ce que tu sais ici. Jean Chouf vient d'une famille attentive aux autres, qui réagit au mal-être des autres, et Jean Chouf a une certaine empathie naturelle qui fait qu'il se fout pas des autres. Donc il comprend bien que la personne est malheureuse et qu'il faut l'aider, mais il apprend quelque chose de nouveau aussi. Il y a des fois des gens qui tapent sur les autres, et ça a l'air débile. Troisième étape, c'est l'étape où ton cerveau va calculer la marche à suivre dans cette situation, où tu vas prendre les schémas que tu connais, et les adapter à la situation actuelle ou future, à ce que tu pourrais faire toi. 2 exemples pour te rendre compte de la différence. Tu as bien appris à dire bonjour quand tu rentres quelque part. Par contre, si tu observes, tu verras que ton bonjour va dépendre de la gueule de la personne, du nombre de personnes, de ton humeur. Bref, va y avoir un ajustement entre toi et la situation. C'est pour ça qu'un gothique, bien qu'il est gothique, il est quand même pas le même gothique que l'autre, car il y a des ajustements personnels. Plus la personne possède de connaissances des codes sociaux et les comprend, plus elle sera en mesure de produire des ajustements subtils. Mais tout ça, ça suffit pas à apprendre un comportement social. Pour l'apprendre et pouvoir l'utiliser, il faut que celui-ci te motive à l'adopter. En gros, la théorie fait la différence entre l'acquisition des schémas sociaux et leur adoption. Exemple de base, c'est pas parce que tu vois quelqu'un faire le ménage que tu vas tout d'un coup te mettre à faire le ménage. Même si rien qu'en le regardant, tu apprends comment on fait, tu apprends à quelle heure il faut le faire, tu apprends les détails importants en fonction de ce que la personne te montre. Donc en fait, la dernière étape d'un apprentissage social, c'est le choix entre les schémas comportementaux que tu vas garder et ceux que tu vas laisser tomber. Cette étape, elle est influencée par plein de choses, comme ta sensibilité, tes besoins, tes valeurs, tes compétences actuelles. C'est dans cette étape aussi que tu évalues l'intérêt personnel que tu as à adopter un comportement. Et c'est là aussi que ton environnement va venir influencer l'adoption d'un comportement, car tu vas aussi évaluer les retours positifs ou négatifs que tu vas avoir d'un comportement. Dans une situation où un mec drague une meuf, t'as le mec en chien qui regarde la situation, qui va bien acquérir les codes de la situation, mais il adoptera plutôt le comportement du mec, car lui aussi est en chien et veut améliorer son taux de réussite pendant la soirée. Donc il va apprendre en regardant cette situation ce qu'il doit faire et ce qu'il doit pas faire. La meuf qui veut qu'on lui foute la paix à côté va aussi acquérir les codes et va comprendre la situation, mais elle va adopter comment la meuf s'est débarrassée du mec lourd pour se débarrasser des gros lourds elle aussi plus facilement. Donc on oublie très vite cette étape quand on essaie d'éduquer les gens. Souvent il y a des parents qui disent à leurs enfants « mais t'as qu'à faire ça comme ton frère ». Donc le gosse, il a quelqu'un dans sa famille qui réagit bien, donc il sait, il a acquis les schémas nécessaires à la résolution de son problème. Sauf que s'il s'en sent pas capable de le faire, et donc il bloque, ou si ce que tu lui proposes est trop éloigné de ses standards personnels, c'est foutu. Bon, je passe vite sur la motivation, car si je devais t'expliquer en détail les processus motivationnels dans cette théorie, en fait j'en aurais pour 1 heure encore en t'expliquant ce schéma-là. Bon, là Jean Chouf, il garde pas grand-chose de la situation, car il aime pas trop faire le mal, il aime pas trop prendre des coups, donc à la limite il a compris que en tapant dans cet angle, lui il pourrait le faire et ça ferait plus mal à l'autre. Donc je t'ai pris un exemple pour te présenter le modèle, maintenant on va l'appliquer au genre, et avec la suite des aventures de Jean Chouf. Donc il n'y a pas d'ADSEM pour dénoncer le gosse qui tape. Donc il va l'arrêter lui-même en disant « Non mais faut pas taper !» Et il se fait défoncer. Le gamin repart en disant que vous êtes des femmelettes. Et là on reprend le schéma pour voir ce que Jean Chouf apprend. Bon, l'attention sur la situation, il l'a. En général, quand tu te fais défoncer, t'es bien concentré dessus. À part quand tu te dissocies parce que tu risques de crever. Là, il se passe un truc déjà qui va faire que Jean Chouf va retenir ce qu'il s'est passé. C'est qu'il est paumé et qu'il comprend pas ce qui se passe. Ses parents l'ont toujours dit que c'était un garçon. Parce qu'en fait, ils l'ont classé garçon en fonction de son sexe. Et il a toujours vu des garçons avec des capacités prosociales fortes chez lui. Et là, t'as un garçon qui le frappe. Déjà, il comprend pas. Et en plus, qui lui dit que c'est une femme. Parce qu'il se fait frapper. Alors incompréhension totale, parce qu'en fait, on vient de lui dire que c'était un garçon. Et là, il se passe tout d'un coup un truc important quand il transforme les informations sociales en actions potentielles personnelles, c'est qu'il découvre qu'il est un garçon, qu'un garçon potentiellement ça peut frapper,
Et qu'en plus, frapper les autres, c'est une caractéristique de mec. Et que se faire frapper, c'est plus une caractéristique de femme. Et au niveau motivationnel, d'une part, il aime pas se faire frapper, et en plus, il est en colère contre les gens qui frappent. Donc, adapter un comportement d'attaque pour la défense parce que c'est un garçon et qu'il a à se défendre, lui paraît tout à fait approprié. Donc, il va défoncer l'autre. Il a donc appris de la situation qu'il pouvait frapper, qu'il en était capable, qu'il détestait les gens qui attaquaient les autres, et qu'il n'aime pas que les gens souffrent. Et la réponse de son camarade lui fait relier ses caractéristiques au fait d'être un homme. Ça suffit pas pour en faire une identité. Pour que tu intègres un schéma social comme faisant partie de toi en fonction d'un certain modèle, il faut d'une part que ce schéma se répète des milliers de fois, que tu y fasses attention des milliers de fois, que tu le retiennes des milliers de fois, que tu vois ce que tu peux en faire pour toi des milliers de fois et que tu aies la motivation de le maintenir des milliers de fois. Et ensuite, il faut que son comportement soit invariant. Si par exemple, tu remarques que tu es avare des fois et que des fois non, bah tu finiras difficilement par te reconnaître dans l'idée que tu es avare, parce que souvent tu l'es et souvent tu l'es pas. Bon, ici j'en chouffe. Ce schéma, je défends les autres parce que je suis un mec qui a de la force, il va le retrouver plein de fois dans sa vie. À l'école, avec ses cousins, dans les dessins animés qu'il regarde, les séries. Bref, à force de milliers de répétitions de ce schéma, Jean Chouf voit qu'il se retrouve dans l'idée d'être un mec qui défend les autres et puis il est content parce qu'en fait, lui, il aime bien aider les autres. Puis va arriver l'adolescence. Et il y a deux choses qui vont venir brutalement changer son fonctionnement. De un, il commence à mater les filles, pression biologique de sa puberté. Et de deux, les filles vont trouver particulièrement con que les mecs se foutent sur la gueule pour tout et pour rien. Et là, pression sociétale. Bon, déjà, la société dit que les mecs matent les meufs. Donc là, il se retrouve dans le schéma classique d'un homme, donc il garde l'idée d'être un homme par rapport à ça. Par contre, la pression sociale fait qu'il va diminuer son comportement agressif pour reprendre des schémas plus prosociaux quand il s'agit de défendre les autres. Comme ça, il défend toujours les autres, et il reste avec l'idée qu'il est un mec parce qu'il défend les autres, mais en même temps, il se grille pas auprès de partenaires sexuels. Donc on voit qu'ici, tu vas évoluer en fonction d'une pression, de pression potentiellement biologique et de pression sociale qui vont te faire changer ton logiciel de pensée et comment tu te définis et autour de quoi tu te définis. Puis arrive à la vie adulte où il fait des études d'avocat et il papote avec une de ses copines de tout et de rien. Et lui, il lui sort bah non, tu vois, les mecs, c'est plus fait pour protéger que les filles, c'est comme ça. Et ça, sa copine va lui faire « Non mais mec, regarde où on est ici. En fac de droit spécialisé défense, il y a combien de mecs dans notre promo ? 20%. Et si je sors le gun ici ? C'est qui va te défendre des méchiants ? Bah c'est moi. Est-ce que tu crois vraiment qu'on a besoin d'être un mec pour avoir un gun et la loi de son côté ? Bah non. Et là, il va découvrir qu'il en a rien à foutre d'être un mec. Parce que lui, c'est juste un pourfendeur d'injustice et qu'il a juste appris à lier ça à son identité de protecteur à cause des stéréotypes de son environnement. Donc on a une personne de sexe masculin qui s'habille comme un homme, s'appelle monsieur, a homme sur sa carte d'identité, mais s'en fout royalement, parce que lui, en fait, son genre, il s'en tape, il est agenre, parce qu'il veut juste the law pour se réaliser en tant que lui-même, qui est finalement un protecteur. Définition qui lui convient bien mieux que ce qu'on lui a offert auparavant. Donc en fait, ce que tu ressens, être, va dépendre de ta sensibilité personnelle, comme tes préférences, tes motivations, tes valeurs, qui sont dépendantes de ta génétique et de ton éducation, qui va rencontrer des logiciels d'interprétation du monde à l'œuvre dans ton environnement, qui te permettront de faire un mix de compréhension de ce que tu vis. Et à force d'expériences de vie, où tu vas faire des tests de schémas comportementaux, où tu vas découvrir tes sensibilités, où tu vas apprendre de nouveaux logiciels de pensée, tu vas progressivement remarquer ce qui ne varie pas chez toi, des choses qui ne bougent pas. Et quand tu trouveras la façon que tu trouves correcte de décrire ces invariants, alors l'attribution de ton identité te paraîtra claire. Et des fois, la société a produit une définition d'homme ou femme dans laquelle tu te retrouves au fil de ta vie, et des fois pas. Et des fois, tu te retrouves dans aucun des modèles de pensée féminin ou masculin dont ton environnement parlait, et donc tu es à genre. Et des fois, tu as une personne qui va se dire homme, car son environnement a construit l'idée d'homme autour du sexe masculin, et de l'autre, tu as une personne qui se dit homme, parce qu'il se tape plein de meufs, et que dans son environnement, l'idée d'un homme, c'est quelqu'un qui se tape plein de meufs. Et les deux, du coup, ont construit leur identité autour d'un même mot, alors qu'en fait, ils mènent pas du tout la même chose derrière ce mot, parce que leur environnement n'avait pas le même logiciel. Et puis des fois, t'as un utérus, mais t'as plein de comportements dans lesquels tu te retrouves, et qu'on te dit que c'est être un homme, avoir ces comportements, et du coup, tu te construis autour de l'idée que tu es un homme avec un utérus. Ce modèle, il est génial pour plein de choses. D'une part, il prend en compte les 3 domaines de la vie dont je t'ai parlé. On prend en compte la biologie avec des processus neuropsychologiques fortement dépendants de tes capacités cérébrales. On prend en compte tes goûts, tes préférences, tes valeurs qui sont en partie liées à ta génétique, comme le montrent plein d'études là-dessus.
On prend en compte le côté psychologique avec toutes les études sur la cognition et comment ton cerveau traite l'information. Et on prend le côté sociologique, car ce modèle prend en compte les modèles de compréhension du monde que la société t'offre, et d'autre part, l'influence du groupe dans ta motivation à adopter tel ou tel comportement. Mais là où il est le plus génial, c'est que ici, je t'ai pris un exemple sur le genre et l'identité, mais tu peux l'élargir à plein de phénomènes. Par exemple, dans les troubles de la personnalité, qui sont souvent issus d'une éducation inadaptée. On observe souvent une instabilité d'identité, c'est-à-dire que les gens ont du mal à savoir qui ils sont, se définir ou changent rapidement de définition de qui ils sont. On a remarqué que l'une des caractéristiques d'une éducation qui crée des problèmes de personnalité, c'est le manque de validation. En gros, une personne est triste et on lui dit « non, t'es pas triste » ou « ferme ta gueule, t'as pas à être triste ». Eh bien, le manque de validation, par exemple, ne permet pas à une personne de se comprendre correctement, car on lui donne un logiciel de compréhension qui colle pas à ce qu'elle ressent, qu'on ne lui propose pas une solution qui lui permettrait de produire un comportement approprié qui irait à elle. Donc, logique que la personne ne sache pas qui elle est, vu qu'on lui propose pas un moyen de se penser, c'est-à-dire de trouver le mix entre qui elle est et comment se décrire et vivre ce qu'elle est. Ce modèle aussi a une implication dans l'éducation, car tu vois bien les 4 étapes nécessaires à ce qu'une personne apprenne. Il faut que tu lui montres ce qu'il doit apprendre, que tu lui proposes un modèle de compréhension intelligible et mémorisable, donc adapté à ses propres structures à lui, que tu rendes ce modèle adaptable à lui, et qu'enfin tu lui expliques en quoi ce modèle il peut être bien pour que ça le motive à le faire. Par exemple, quand je donne un cours, je calcule ces 4 étapes pour qu'une personne qui potentiellement peut maltraiter un patient apprenne à ne pas le faire. Par contre, dans mes vidéos, je ne joue que sur cette étape où je te propose des modèles de compréhension intelligibles, mais je joue pas sur ton attention car je fais plus grand chose pour faire de la pub ou faire des vignettes putaclic. Je joue pas sur l'adaptation à toi car je te connais pas, et je joue encore moins sur ta motivation car je te connais toujours pas. Ça n'empêche que les gens qui ont changé de comportement après une vidéo, c'est qu'ils sont passés par ces 4 étapes, ils ont regardé la vidéo, compris le modèle, l'ont adapté à eux et avaient la motivation interne de tenter des choses. Et ici, tu vois qu'on en revient au problème de définition quand on parle d'identité. C'est-à-dire que ce que tu ressens être, ça va dépendre du logiciel de pensée que tu as, et donc de ses définitions. Je te laisse en bibliographie ce modèle car là je l'ai effleuré, et l'article est intéressant car il explique des variables qui vont venir influencer les modèles par rapport au genre. Par exemple, on a remarqué qu'on adoptait plus facilement les comportements de gens qui ont du pouvoir, quel que soit le genre. Voilà, et donc vraiment je te présente ce modèle, c'est pour te montrer que la façon dont tu te définis en tant qu'homme ou femme ou en tant que rien ou autre dépend pas juste de ta biologie ou de la société, ça dépend de comment tes sensibilités personnelles vont se retrouver dans des modes de pensée qui au fil du temps vont te correspondre. Et que du coup, comme ce que tu ressens être est un mélange de toi qui est un assemblage unique et de modes de pensée en constante évolution en fonction de la société, la façon dont tu te définis et t'organises ta vie est forcément unique. C'est pour ça que là, quand les gens tentent de définir la notion de genre ou de transidentité par le prisme de ce qu'on ressent être, on finit forcément par 15 000 définitions différentes et 15 000 phénomènes différents. Et 10 000 façons d'être, un homme, une femme, un trans, un cis, un je sais pas quoi, parce qu'en fait tout le monde est différent. Techniquement parlant, avec ce modèle, il ne devrait pas y avoir débat sur comment une personne se définit, car ça dépend forcément d'elle. J'ai un patient, la meilleure chose qu'il trouve pour se décrire, c'est dit qu'il ait une voiture, qu'il ait une Formule 1 avec un petit réservoir. Parce qu'en fait, il peut bosser 2 heures et faire le travail d'une semaine en 2 heures, mais après il peut plus rien foutre. Il n'y a pas à questionner la façon dont ils sont définis, puisque c'est la meilleure façon qu'il a trouvé d'expliquer aux gens ce qu'il était. On peut avoir des débats sur les mots qu'on utilise. On pourrait dire par exemple, ah ben non, ça c'est pas une voiture, il faudrait plutôt utiliser ce terme scientifique. Il peut y avoir débat sur le logiciel qu'on utilise. Par exemple, le logiciel, je me retrouve dans l'hypersensibilité. Comme je t'ai expliqué sur la vidéo sur l'hypersensibilité, je le trouve pas bon pour se comprendre soi. Il peut y avoir des conflits aussi sur les autres types d'identités, est-ce que la personne attend. Si mon patient il attend à ce que je le chevauche à 130 sur la nationale, en fait on va pas s'entendre. Mais sur l'identité en tant que sentiment, il ne devrait pas y avoir débat dessus. Voilà, c'était juste pour te présenter des modèles comme ça, il y en a encore plusieurs. Je t'en mets en bibliographie. Je voulais juste te présenter à quel point c'était complexe et pourquoi des gens se font chier à faire des études sur le genre. C'est pour essayer de comprendre tout ça. Et il est d'autant plus important de t'expliquer tout ça que certains pays, comme je t'ai dit, essaient d'interdire ce type d'études. Et qu'en plus, il est de bon ton de se moquer de tout ça là sur Internet. Parce que c'est tellement plus facile de se moquer de ce type d'études sans essayer d'y comprendre quoi que ce soit. Bon, du coup, en fait, à la base, moi, je voulais faire une vidéo sur la dysphorie de genre. Donc, en fait, on va parler de dysphorie de genre. Mais garde juste dans un petit coin de ta tête de pas forcément prendre au pied de la lettre ce que je vais te raconter. Car les chercheurs eux-mêmes disent que ce qu'est une personne trans est mal défini. Et donc, on peut difficilement généraliser les résultats d'une étude à l'autre.
Et que de deux, l'identité, c'est un mot fourre-tout, qui définit plein de choses différentes. Et donc, que quand on aborde un sujet sur l'identité, il faudrait déjà être excessivement précis sur ce dont on parle. Donc, la dysphorie de genre, c'est pas le fait d'être trans, c'est le fait d'en souffrir. C'est pour ça qu'il faut faire attention quand une personne te dit que la dysphorie de genre, ça passe chez la plupart des trans, ça veut pas dire qu'ils sont plus trans, juste qu'ils en souffrent moins. Avant, comme l'homosexualité, le fait d'être trans était classé comme pathologie. Maintenant, le critère le plus important, c'est vraiment la souffrance. Ce qui pose question, par contre, c'est le fait même de savoir si on devrait classer la dysphorie de genre dans les manuels des troubles mentaux. Pourquoi ça pose question ? D'une part, on voit dans les études que les facteurs principaux de la dysphorie de genre, en fait, ils sont sociétaux. C'est-à-dire, en gros, le harcèlement, les moqueries, le rejet social, qui expliquerait que la dépression soit 2 fois plus grande chez les trans. Et les facteurs protecteurs sont aussi sociaux. Par exemple, le soutien familial est l'un des facteurs les plus importants pour protéger de la dysphorie de genre. Donc, dans ce cas, ça servira à rien de parler de dysphorie de genre. On pourrait juste dire qu'ils sont dépressifs à cause du rejet social. Par exemple, quand t'es rejeté au boulot et que ça te rend mal, on parle pas de dysphorie de travail. Pareil dans le couple, on dit pas dysphorie conjugale. Donc, des personnes estiment que la classification devrait disparaître. D'autres, par contre, estiment qu'on devrait la garder, pour plusieurs raisons. Comme le fait que les thérapies proposées aux dysphoriques de genre, elles sont très spécifiques, et donc nécessiteraient une classification à part entière. Et d'autres pensent qu'on devrait la garder parce qu'ils voient une autre partie de la transidentité qui est l'impression d'être dans le mauvais corps, comme si tu avais un schéma corporel féminin avec un sexe masculin. Et c'est là où je suis contente d'avoir expliqué que derrière le mot trans, il y a des réalités différentes. C'est qu'on remarque que du coup, dans dysphorie de genre, on retrouve des individus très différents, qui potentiellement certains nécessiteraient une catégorie à part entière et d'autres pas. Bref, comme on avait vu qu'un phénomène mal défini et mal étudié, ici encore la dysphorie de genre, le concept il va forcément évoluer au fil des découvertes et des expériences pour préciser ce que l'on étudie. Et donc prendre des pincettes par rapport à ce que je te raconte. Je vais même te laisser un article qui explique tout ce qui nous manque pour pouvoir correctement comprendre le phénomène de la dysphorie de genre et qu'est-ce qui nous manque pour pouvoir les aider correctement actuellement. Donc une personne trans, elle va souffrir de sa condition, dont le facteur principal de souffrance est le traitement que va lui accorder les autres personnes. Qu'est-ce qu'on lui propose ? L'une des premières choses qu'on a proposées, c'est les thérapies dites réparatives. En gros, on essaie d'expliquer à la personne trans que, en fait, elle devrait se définir par rapport à son sexe et adopter les comportements stéréotypés de son genre ou de son sexe. Ça marche pas déjà. Et en plus, ça a tendance à empirer l'état des personnes trans. Comme on a vu dans le modèle socio-cognitif du genre, la pression sociale à adopter un comportement ne change pas ta biologie, ni tes préférences, ni tes tendances naturelles fortement ancrées. À part créer des problèmes, ça ne sert à rien. Imagine que t'es un homme cis, et qu'on te foute sur ta gueule tous les matins parce que tu te maquilles pas, ou parce que tu veux pas qu'on t'appelle madame, tu vas pas tout d'un coup te mettre à faire la danse en tutu. Tu vas pas simplement t'adapter à la pression sociale, sinon en fait les gens pourraient te faire ce que tu veux dans ta vie. Et ça serait la merde dans ta vie aussi. Et c'est pas parce que tu habilles en robe ton gamin qui a une bite qu'il va pas devenir un gros mascu macho plus tard. Au pire, tu feras que juste retarder sa recherche d'identité. Donc pourquoi je te parle de ces thérapies alors ? Parce que dans mes vidéos en général, j'ai pas tendance à te parler des thérapies qui marchent pas. Parce qu'il y a des services spécialisés dans la transidentité qui tentent encore de l'utiliser. Et ça fait pas du bien du tout. Donc ça, on a laissé tomber, du moins en théorie, ou dans un monde médical correctement formé. Et les deuxièmes solutions qu'on a trouvées, c'est les solutions liées à la transition. Donc la transition, c'est les actions que met une personne en place pour assumer et vivre correctement son identité. Et contrairement à ce que l'on se représente, la transition, c'est pas que le changement de sexe et le médical. On peut effectivement changer ses attributs sexuels primaires. On peut changer aussi les secondaires. Mais on peut juste s'assumer de se classer du genre dans lequel on souhaite. On peut changer nos comportements pour faire ce que l'on souhaite ou pas. Bref, en fait, la transition, c'est pas simple à définir comme tout le reste, et un type de transition peut répondre aux besoins d'une personne trans et pas à une autre. Par exemple, un homme trans se mutilera les seins de détestation et ira bien mieux après une mastectomie, alors qu'un autre aura juste besoin d'un binder, j'adore ce mot, le dire binder, pour se cacher les seins, car ce qui le fait chier, c'est surtout les commentaires des gens et le regard des gens sur pourquoi il a une barbe et des seins en même temps. T'as plusieurs groupes d'actions pour la transition. T'as les démarches administratives, médicales et comportementales. L'administrative concerne le changement de nom à l'état civil ou le changement de ton genre ou de ton sexe sur ta carte d'identité par exemple. Ça a l'air con mais ça rend vachement plus facile de voyager par exemple quand tu dois donner ta carte. Et ça permet aussi d'avoir des situations gênantes quand genre la personne ne te connaît pas en entretien d'embauche. Et déjà elle va te classer chelou parce que t'as pas une tête de personne qui s'appelle Anna. On a aussi des démarches comportementales, là où tu vas te mettre à adopter les comportements qui te correspondent le mieux. Ça peut être bateau en assumant de mettre du vernis
comme un gros travail, par exemple, avec une orthophoniste pour prendre les intonations que tu souhaites avoir. Et enfin, celle dont on entend le plus parler, c'est les démarches médicales, avec principalement chirurgie et hormones. La transition, c'est ce qui a montré le plus de preuves d'efficacité pour aider les personnes dysphoriques de genre. Parce que ça réduit la distance entre comment les gens la classent et comment elles se sentent elles. Par contre, c'est aussi une solution parfois controversée, notamment sur le point de vue médical avec les enfants. Concernant les adultes, la controverse est faible, car adulte, ton identité est plutôt stable. Évidemment, il y a des exceptions, on évolue toujours au fil de notre vie, mais plus tu es âgé, plus tu as le temps de te découvrir, c'est logique. Par contre, pour les enfants et adolescents, il y a encore pas mal de questions auxquelles on n'a pas répondu, qui potentiellement ouvrent la porte à de grosses emmerdes. Bon, pour une transition comportementale, la controverse elle est faible. Si ton gosse dit qu'il veut faire des tests comportementaux, genre en mettant du vernis ou en s'appelant différemment, ça va pas être problématique. Il teste, il apprend sur lui et la société. Tant qu'il se met pas en danger, c'est pas grave. Et si ça se trouve dans un an, il verra qu'en fait le vernis c'est pas son truc et se mettra au rap ou pas, il gardera le vernis parce qu'il adore ça en fait. Le danger est faible tant qu'on l'attaque pas. Donc on peut laisser tester au niveau comportemental. Par contre, pour le médical, c'est plus controversé. Car déjà, il y a des traitements opérations irréversibles, d'autres lourdement réversibles, et d'autres qu'on peut arrêter plus facilement comme les bloqueurs de puberté, mais qui, même ces traitements sont réversibles, on a encore peu de recul sur les effets secondaires de certains traitements, par exemple sur la cognition et sur ce que ça implique en termes de développement. Le problème, et la controverse, elle vient que quand on regarde la trajectoire développementale d'un enfant, il est actuellement, selon les chercheurs, très compliqué de faire la différence entre un enfant qui sera transadulte ou un enfant qui serait cis, mais homosexuel par exemple. Car dans les cohortes de suivi d'enfants classés trans, on voit que certains plus tard sont bien trans, mais d'autres sont cis homosexuels, mais rentrés dans la catégorie trans quand ils étaient enfants. Et là ça craint, car si tu as un futur trans, mais que tu ne bloques pas sa puberté ou que tu ne lui offres pas les bons suivis médicaux, alors tu te retrouves plus tard avec des opérations hyper lourdes que tu aurais pu éviter. Et si tu as un futur cis homosexuel, si tu lui fais subir alors des opérations ou des traitements dont il n'avait pas besoin, tu le médicalises alors qu'en fait il avait juste besoin qu'on lui foute la paix et qu'il se développe seul dans son coin. Donc si pour les adultes, le côté médical est clairement important à prendre en compte, pour les enfants et adolescents, les chercheurs, ils restent pas mal réticents car on comprend pas encore bien comment un enfant trans se développe et quelle est la différence avec d'autres enfants. Il y a quelques études qui essaient de voir comment on peut différencier un enfant trans qui le restera ou qui sera finalement cis. Pour l'instant, les meilleurs indicateurs qu'on a, c'est que chez les enfants trans, la dysphorie de genre augmente avec le temps, et en plus est pas mal basée sur des caractéristiques corporelles, plus que chez les futurs cis homosexuels. Ça reste une piste de recherche à développer, et ensuite, tu as plein d'autres types de suivis qui commencent à se développer, comme par exemple les thérapies TCC adaptées à la transidentité, les suivis familiaux, l'affirmation de soi. Tu vas me dire, mais s'ils transitionnent correctement, c'est quoi le problème ? Ils ont plus de dysphorie, puisqu'en fait, on les genre correctement et tout va bien. Déjà de 1, donc le soutien familial est très important, donc le suivi est important, car même si tu transitionnes, toute la famille doit s'adapter, doit apprendre à vivre avec, et c'est pas forcément facile. De plus, comme je t'ai expliqué, la transition, c'est pas devenir et rentrer dans les codes 6 de base. Il y a plein de transitions différentes. Et si par exemple tu as des attributs secondaires masculins avec une robe, travailler l'affirmation de soi, la capacité à ne pas être touché par les autres, ça peut largement nécessiter une aide. Donc pour la dysphorie, c'est vrai que je suis allé rapide parce que moi, le plus important, effectivement, était de te présenter le genre et de voir que dans la dysphorie, le problème n'est pas qu'une personne a envie de changer de sexe. Et si tu veux plus de détails, par exemple, sur la transition, je te laisse des chaînes de personnes concernées par le problème et qui ont dû passer par là et qui t'expliqueront exactement tous les détails de ce que ça peut être une transition ou de ce que ça peut être un suivi de personnes trans. En attendant, si t'es intéressé par d'autres concepts psy, je te laisse mes liens qui devraient s'afficher quelque part sur ton écran. Voilà. Bonne journée à toi, jeunes gens.